Suivez votre passion. On l'a toutes et tous entendu, cette phrase. C'est le conseil numéro un dans les discours de remise de diplôme, le mantra de tous les coachs de vie. C'est censé être la clé du bonheur au travail. Mais, et si c'était un piège? Si ce conseil, qui a l'air si positif, était en fait la raison pour laquelle tant de gens se sentent complètement perdus dans leur carrière? C'est exactement le point de départ du livre de Cal Newport, So Good They Can't Ignore You. Lui, il prend cette idée de la passion qu'on doit trouver, comme une carte au trésor, et il la met un peu à la poubelle. Pour lui, la passion, c'est pas un truc qu'on trouve et qu'on suit, non, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps en devenant vraiment, vraiment bon dans un domaine. C'est une idée qui va complètement à contre-courant. Aujourd'hui, on va donc plonger là-dedans. Notre mission, décortiquer cette approche alternative, essayer de comprendre les 4 règles qu'il propose pour construire une carrière qu'on finit par l'aimer, non pas parce qu'on a trouvé le job parfait, mais parce qu'on l'a rendu parfait. Exactement. Et la première règle, c'est la plus provocatrice. Elle attaque le mythe de front. Ne suivez pas votre passion. Pour nous montrer à quel point ça peut être dangereux, Newport nous raconte une histoire assez marquante, celle de Thomas. Ah oui, le moine zen. C'est l'exemple parfait du type qui a suivi sa passion à la lettre. Après des études de philo, de théologie, il est fasciné par le bouddhisme zen et il décide de tout plaquer pour vivre dans un monastère, dans les montagnes Catskill. Le rêve absolu sur le papier, quoi. Tout à fait, il s'immerge complètement. Levé à 4h30 du matin pour méditer, les travaux manuels, et surtout, il se bat avec les fameux koans, ces énigmes paradoxales, tu sais, conçues pour épuiser l'esprit logique. Pendant des mois, il est obsédé par le premier, le koan mu. Il y pense jour et nuit. C'est sa quête. Sa quête ultime, ouais. Et un jour, en marchant dans la forêt, il a une illumination. Il résout le koan. C'est l'apogée. Il a atteint le sommet de sa montagne passionnelle. Et c'est là que tout s'écroule. C'est le moment charnière. Au lieu de ressentir la paix, l'éveil ou je ne sais quel accomplissement, il réalise une chose terrible. Que rien n'a changé? Rien. Il est exactement la même personne, avec les mêmes angoisses, les mêmes insécurités. Il s'effondre en larmes. Sa passion, une fois atteinte, l'a laissé complètement vide. C'est l'illustration parfaite de ce que Newport appelle l'hypothèse de la passion. On idéalise un but, et la réalité est tellement décevante. Ça mène à la désillusion. C'est fou. Et pour enfoncer le clou, l'auteur prend l'exemple le plus iconique qui soit, Steve Jobs. C'est un peu paradoxal, non? Parce que Jobs lui-même, dans son fameux discours à Stanford, a dit «You've got to find what you love». Trouvez ce que vous aimez. C'est là que ça devient fascinant. Newport a fait un vrai travail d'historien. Si on regarde le jeune Steve Jobs, avant Apple, il n'était absolument pas passionné par la technologie ou les affaires. Ses centres d'intérêt, c'était le mysticisme oriental, la calligraphie, la danse. Il a voyagé en Inde pour chercher l'illumination, il a vécu dans une commune. C'était un hippie, quoi. Pas un futur PDG. Mais attends, c'est un peu facile de réécrire l'histoire, non? Jobs lui-même a dit «Faites ce que vous aimez». Est-ce que Newport l'accuse d'hypocrisie ou quoi? Il y a une autre explication. L'explication, c'est que la passion de Jobs est venue après. La création d'Apple au début, c'était un petit projet, presque un bricolage pour se faire un peu d'argent avec son ami Steve Wozniak, qui lui était le vrai génie de l'électronique. Le projet a décollé de manière inattendue, et Jobs a développé une passion féroce pour son travail bien plus tard. Quand il a vu l'impact qu'Apple pouvait avoir, quand il a commencé à maîtriser l'art de créer des produits révolutionnaires. Ah, d'accord. Donc sa passion, c'était une conséquence de sa compétence. Exactement, c'est une conséquence de son succès et de sa maîtrise, pas la cause de son départ. La passion, c'est une récompense, pas un point de départ. C'est une idée forte. Et la science le confirme. Une étude sur des étudiants canadiens a montré qu'une écrasante majorité n'avait aucune passion claire à suivre pour une carrière. Une autre chercheuse de Yale, Amy Wasinewski, a montré que les gens qui voient leur travail comme une vocation sont souvent ceux qui ont le plus d'ancienneté, le plus d'expertise. La vocation se construit, elle ne se trouve pas. D'accord. Donc si l'idée de trouver sa passion est une impasse, ça laisse un vide énorme. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alternative concrète que Newport propose? Il propose de remplacer cette question par un conseil beaucoup plus terre-à-terre, qu'il a emprunté à l'acteur Steve Martin. Quand on lui demandait le secret de sa réussite, Martin répondait toujours « Be so good they can't ignore you ». Soyez si bon qu'on ne puisse vous ignorer. Et ça, c'est la règle numéro 2.
C'est un changement complet de perspective. On passe de «qu'est-ce que le monde peut m'offrir» à Qu'est-ce que je peux offrir au monde? «c'est ça». Newport oppose deux états d'esprit. Le premier, c'est l'état d'esprit de la passion. Il nous rend obsédés par ce qu'on n'aime pas dans notre job. Le patron est nul, les tâches sont ennuyeuses. C'est une recette pour l'insatisfaction. L'autre, c'est l'état d'esprit de l'artisan. Lui, il se concentre uniquement sur la valeur que l'on produit. La question n'est plus «est-ce que j'aime ça?», mais «comment puis-je devenir excellent dans ce que je fais?». C'est un chemin clair, tangible. Et il illustre ça avec l'histoire d'un guitariste, Jordan Tice. Il ne se contente pas de jouer les morceaux qu'il aime, sa pratique est délibérée. Chaque jour, il s'entraîne en jouant un peu plus vite que son niveau de confort, en s'attaquant à des techniques qui le mettent en difficulté. Il cherche la friction, quoi. Et c'est le contraire de ce que la plupart des gens font. Moi, quand je prends ma guitare, je joue les 3 mêmes morceaux que je maîtrise depuis 10 ans. C'est agréable, ça me détend, mais ce n'est absolument pas de la pratique délibérée. Je ne progresse pas. Lui, il cherche activement le feedback. S'il rate une note, il le sait tout de suite et il recommence. C'est cet effort-là qui construit l'excellence. Et cette excellence, c'est la clé de tout son système. C'est ce qu'il appelle le capital professionnel. Oui, c'est le concept central. Les traits qui rendent un travail génial, la créativité, l'autonomie, l'impact, sont rares et précieux. Donc, la loi de l'offre et de la demande est impitoyable. Pour obtenir ces choses précieuses, il faut offrir en retour des compétences qui sont, elles aussi, rares et précieuses. C'est ça, le capital professionnel. L'état d'esprit de l'artisan, via la pratique délibérée, c'est la meilleure méthode pour accumuler cette monnaie d'échange. D'accord, donc on accumule ce capital professionnel. C'est comme de l'argent en banque. Comment on le dépense intelligemment pour rendre notre travail meilleur? Ça nous amène à la troisième règle, j'imagine. Une fois qu'on a ce capital, on peut l'investir. Et l'un des meilleurs investissements possibles, c'est le contrôle. L'autonomie, en gros. Sur ce qu'on fait et comment on le fait. L'auteur prend l'exemple de Ryan et Sarah qui ont créé une ferme biologique, Red Fire Farm. Les gens fantasment sur leur vie, mais ce qui la rend géniale, c'est pas de passer ses journées au soleil. Ils passent l'hiver sur des tableurs Excel. Non, ce qui est génial, c'est le contrôle total qu'ils ont sur leur travail. Et le point crucial, c'est qu'ils n'ont pas fait ça sur un coup de tête. Ryan a commencé à 14 ans en vendant des myrtilles. Il a passé plus d'une décennie à accumuler du capital dans le domaine agricole, en étudiant, en bossant, avant de pouvoir enfin s'acheter ce niveau de contrôle. Mais attention, vouloir acquérir ce contrôle, c'est marcher sur une corde raide. C'est là que Newport décrit les deux pièges du contrôle. Le premier, c'est de vouloir plus de contrôle avant d'avoir le capital nécessaire. L'exemple est brutal. Lisa Foyer, une cadre marketing, qui plaque tout pour ouvrir un studio de yoga après une simple certification d'un mois. Elle n'avait pas de compétences rares à offrir. Résultat, faillite et elle finit aux services sociaux. Aïe, ça fait mal à entendre parce que ça ressemble au rêve de beaucoup de gens. Quitter un job de bureau pour un truc plus vrai. L'erreur, selon Newport, c'était pas le rêve, mais le timing. Exactement. Elle n'avait pas la monnaie d'échange. Le deuxième piège est plus ironique. C'est quand on a enfin accumulé assez de capital. On est devenu tellement bon, tellement précieux, que notre employeur refuse de nous laisser partir ou de nous accorder plus d'autonomie. C'est l'histoire de Lulu Young, une développeuse de talent. Quand elle a voulu passer à temps partiel, puis devenir freelance, sa boîte a tout fait pour la retenir. Donc tu deviens si bon qu'on ne peut t'ignorer. Et du coup, ils ne veulent plus te laisser partir. C'est le revers de la médaille. Alors comment on navigue entre ces deux écueils? La solution vient d'un personnage assez incroyable, Derek Sivers, le fondateur de CD Baby. Le type a vendu sa société 22 millions de dollars et a tout donné à une fondation. Sa règle est simple et puissante. La loi de la viabilité financière. On ne doit poursuivre un projet qui offre plus de contrôle que si on a la preuve tangible que des gens sont prêts à payer. Payer peut vouloir dire un salaire, un contrat de freelance, un investissement. C'est un test de réalité en fait. C'est un indicateur objectif qui nous dit si notre capital professionnel a une vraie valeur sur le marché. Ça empêche de se lancer trop tôt, comme Lisa, et ça donne un argument de poids, ça c'est un employeur qui hésite, comme dans le cas de Lulu. C'est un garde-fou, voilà. Si des clients sont prêts à te payer en freelance, ton employeur aura beaucoup plus de mal à te refuser un arrangement similaire. Tu as la preuve que ta valeur est transférable. Que ça ait un vrai sens, une direction. C'est la dernière brique, la mission. C'est la règle numéro 4. Pensez petit, agissez grand. Une mission, c'est un objectif qui unifie tout et qui donne un sens profond à une carrière. L'exemple est celui de Pardis Sabeti, une chercheuse à Harvard. Sa mission, utiliser la génomique pour éradiquer d'anciennes maladies en Afrique.
C'est un but tellement puissant que ça lui donne une énergie folle. Ça l'aide à surmonter tous les trucs frustrants du monde académique. Ça a l'air intimidant, trouver sa mission. On a l'impression que c'est réservé à des génies comme elle. On fait comment concrètement? Surtout pas par introspection en regardant le plafond. Newport est très clair là-dessus. Les missions, elles se trouvent pas dans le vide. Elles se découvrent à la frontière d'un domaine, dans ce qu'il appelle l'adjacent possible. Mais pour arriver à cette frontière où les questions intéressantes se posent, il faut déjà être un expert. Il faut avoir accumulé une tonne de capital professionnel. C'est pour ça que la règle s'appelle penser petit au début. Il faut se concentrer sur un domaine très précis et devenir excellent. Pardis Sabeti n'a pas eu cette idée de mission au début de ses études. C'est venu après un doctorat, des études de médecine, un post-doctorat. Donc la mission est, encore une fois, un point d'arrivée, pas de départ. Et une fois qu'on a une idée de mission à cette frontière, comment on la met en œuvre? C'est ça, le agissez grand. Oui, mais pas en faisant un plan sur 5 ans. La stratégie qu'il recommande, c'est celle des petits paris. On lance de petits projets, concrets, peu risqués, pour tester une idée et voir ce qui se passe. On utilise le feedback du monde réel pour ajuster le tir. L'exemple de Kirk French, un archéologue, est génial. Il voulait rendre sa discipline plus populaire. Il n'a pas attendu un budget hollywoodien, il a fait un petit DVD, puis un petit documentaire. C'est en testant ces petites choses qu'il a trouvé le format qui a finalement mené à son émission sur Discovery Channel. Il faut aussi que ces projets soient remarquables, c'est ça? C'est le dernier ingrédient, oui. Un projet de mission doit être conçu pour que les gens aient envie d'en parler. Il doit être lancé dans un environnement où il peut se propager facilement. Si l'idée est remarquable et que le terrain est fertile, elle peut prendre une ampleur inattendue. C'est l'histoire d'un programmeur qui a créé un projet original mêlant code et musique. L'idée était si unique que la communauté des développeurs s'en est emparée et ça a lancé sa carrière. Donc si on récapitule tout le parcours, c'est presque l'inverse de tout ce qu'on nous a toujours dit. On ne part pas à la recherche d'une passion, d'abord on choisit un domaine et on se met au travail pour devenir excellent avec l'état d'esprit d'un artisan. C'est la phase d'accumulation du capital. Ensuite, on utilise ce capital comme levier pour obtenir plus de contrôle, plus d'autonomie, en s'assurant que le marché valide bien la valeur de nos compétences. C'est la phase d'investissement. Et enfin, seulement une fois qu'on est devenu un expert, à la frontière de notre domaine, on peut commencer à identifier une mission qui donne un sens à tout ça. Et on la poursuit avec des projets concrets, des petits paris. Ce qui est puissant dans ce modèle, c'est qu'il est beaucoup moins anxiogène. Il enlève cette pression immense de devoir trouver sa vraie vocation à 22 ans. Il ramène le pouvoir à l'individu. On ne dépend pas d'une révélation mystique. On dépend de son travail, de sa capacité à développer des compétences. L'idée n'est plus de trouver le travail parfait, mais de travailler pour rendre son travail parfait. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Peut-être que la bonne question à se poser n'est pas quelle est ma passion? La question vraiment utile pourrait être quelles compétences rares et précieuses puis-je commencer à développer dès maintenant qui pourraient m'ouvrir des portes intéressantes dans le futur, même si le chemin n'est pas encore tout à fait clair?